Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Thibaut Prébet qui est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel et Axel Bott avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Axel. Vous êtes stratégiste international chez Ostrom Asset Management. La semaine dernière, le ministère des Finances japonais a mis 20 milliards pour soutenir le yen, ce qui est une intervention sans précédente du point de vue de la taille notamment et des montants qui ont été déployés. Cette semaine, la Banque d'Angleterre a réactivé en urgence un programme d'achat d'obligations de dettes britanniques pour éviter la crise cardiaque. Je le dis simplement, éviter l'effondrement du système de retraite britannique avec des modèles d'investissement qui ont complètement explosé chez les fonds de pension avec la violence des mouvements obligataires qu'on a pu voir au Royaume-Uni, notamment depuis la présentation du mini-budget il y a une semaine. La Banque centrale chinoise, alors avec une monnaie strictement contrôlée, intervient encore un peu plus pour piloter la dévaluation de sa monnaie sans que ça n'apparaisse comme un choc trop important. Et je suis sûr que les exemples se multiplient. Comment est-ce que la normalisation des banques centrales, Fed en tête, va se poursuivre dans ce contexte avec des risques grandissants pour la stabilité financière ? Alors, il y a des risques grandissants pour la stabilité financière, c'est sûr. Pour autant, peut-être que la politique prudente, c'est de poursuivre et de maintenir le cap du resserrement monétaire parce que l'exemple britannique dont vous venez de parler signifie en fait que quand la Banque centrale hésite un petit peu sur la taille de sa hausse des taux, on était avec un mouvement uniquement de 50 points de base avant le mini-budget qui a suivi. Il y avait même eu un vote en faveur d'une hausse de 25 seulement. On voit bien que l'autorisation de la fuite en avant du point de vue du contexte inflationniste et des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes, c'est principalement ça la source d'instabilité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire très attention au maintien des politiques expansionnistes. Le cas du Japon est aussi un cas un peu particulier, puis ils ont moins de problèmes d'inflation, mais l'inflation monte aussi au Japon. Elle monte à cause des facteurs internationaux qu'on connaît tous, mais aussi un petit peu en interne également. Et la BOJ ne veut pas dévier de sa politique de quantitative easing qui fait qu'elle capte les taux à 0,25 et elle achète des montants considérables. Donc les 20 milliards dont vous parlez d'intervention sur le change, il faut les mettre en rapport d'une politique expansionniste qui est contradictoire. Et effectivement, la faiblesse du yen qu'on observe depuis des mois, c'est la conséquence directe de la poursuite du quantitative easing japonais, alors que le reste du monde était plutôt en train d'essayer de resserrer. Alors, le portage négatif sur le yen est monstrueux, on est à quasiment moins 5% face au dollar, donc évidemment, c'est une monnaie qui est liquide, qui est facile à vendre, donc les gens ils vont de bon cœur, je dirais, sur le dollar yen. Mais voilà, je pense qu'à partir d'un moment, ça met la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon face à leurs contradictions de politique monétaire. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises interprétations de la part des banquiers centraux, vous dites. Ça doit les conforter dans l'idée qu'ils ne doivent pas lâcher maintenant l'objectif de l'inflation. Oui, alors et dans même si ça craque. Même si ça craque, je pense que c'est l'objectif prioritaire des banques centrales. La décision que vous parlez peut-être de problème d'insolvabilité dans le système des fonds de pension, ce qui m'interpelle cette semaine, c'est que la Banque d'Angleterre donc réactive une forme de quantitative easing, 13 jours sur une durée très courte, ils vont acheter jusqu'à 5 milliards par jour. On observe qu'ils achètent plutôt 1 milliard et que ça suffit pour stabiliser le marché. Finalement, on ne sait pas vraiment qui vend. Est-ce que c'est un effet d'aubaine pour des gens qui sortent à bon compte et qui finalement voulaient de toute façon vendre les taux britanniques? C'est très possible aussi. Donc c'est une politique dangereuse aussi et qui est sans rapport avec le problème d'appel de marge qu'on chiffre à quelques centaines de millions de livres. D'accord. En fait. Donc on ne sait pas trop si cette politique est très durable. Je pense qu'ils ont surtout donné 15 jours au gouvernement britannique pour revoir sa copie. Pour l'instant, Liz Truss reste sur sa ligne. On fait tout comme il faut, mais on verra si on peut faire passer des politiques budgétaires non financées vraiment en fait sur un coin de table, si j'ose dire, où véritablement on ne sait pas où va le déficit, alors que l'économie britannique présente des déficits courants qui sont des catalyseurs de l'instabilité financière. L'histoire financière en est remplie. Donc ils ont joué avec le feu.
on a le pompier de service qui est venu éteindre un petit peu l'incendie sur une très courte période, mais on sait très bien qu'on ne peut pas sortir d'un problème inflationniste en envoyant l'inflation encore plus haut. Donc c'est à mon avis, l'histoire n'est pas finie sur la Banque d'Angleterre et sur la livre, puisque même si on arrive à stabiliser les taux, in fine, le risque sera reporté sur la devise. Donc, bien sûr. Donc, je pense qu'on se donne un petit peu de temps, on se rassure un petit peu, ça facilite les comptes de fin de trimestre. C'est aussi, je pense, pas neutre dans l'impression qu'on a de la solvabilité du système. Mais attention, je pense que l'histoire n'est pas finie sur ces histoires de déficit jumeaux et on n'est pas encore sorti de la dominance budgétaire. En tout cas, les gouvernements peinent à admettre qu'on soit sorti de la dominance budgétaire. Bien sûr. Et ce bras de fer, on le retrouve aussi peut-être dans une ampleur différente en Europe. On pourra y venir. Mais on le retrouvera sans doute en Europe. L'Allemagne fixe la barre très très haute désormais, avec un nouveau bouclier à 200 milliards. C'est ça. Et on a eu les Néerlandais aussi qui ont rajouté 2 points de PIB de déficit. La France, c'est bien notre tendance. Mais tout ça pour dire que du point de vue de la Fed qui mène la danse, ces effets de bord, ce qu'elle constate dans le système global, ne doit pas l'amener pour l'instant à dévier de sa trajectoire. Je ne crois pas. Je pense que la Fed aura même tendance à aller un petit peu trop loin, parce qu'il faudra s'assurer du retour pérenne de l'inflation à un niveau qui est conforme à l'objectif. Le scénario qu'ils voudront absolument éviter, c'est celui des années 70, avec la récession de 74. Le chômage monte, l'inflation décélère, mais elle décélère et elle rebondit à partir de 5%. Donc c'est typiquement, il faudra être sûr de revenir à l'objectif. Peut-être à aménager un petit peu l'objectif si on pense que c'est la pilule est trop amère. Mais je pense qu'il va falloir faire un petit peu plus, un petit peu trop, pour s'assurer qu'on vient à l'objectif. Malgré tous les risques d'effet de bord que ça peut représenter. Exactement. Bon, commentaire, on rentre dans une phase pas facile de la normalisation quand même, là, j'ai l'impression, Thibault. Oui, alors c'est pas facile depuis le début, mais c'est vrai que ce qui est problématique avec ce mois de septembre, c'est que ça devait être un pivot, et que ça a été un pivot dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on avait ce raisonnement assez simple sur des théories économiques classiques, qu'on avait ces hausses de taux, qu'on allait avoir un ralentissement qui a démarré en juillet et qui s'est assez vite calmé. Enfin, en tout cas aux États-Unis, en tout cas sur l'emploi, on n'a pas du tout vu d'accélération. Et qu'on attendait en septembre avec des matières premières qui ont énormément baissé, des chiffres d'inflation en nette baisse qui auraient pu donner à la Fed le là, parce que après tout, les taux sont très supérieurs à 2. Mais c'est d'année après année, c'est du passé. Si on avait eu une baisse d'un mois sur un mois assez significative, on aurait pu se dire, là ça commence. Et à la place, on a pris un énorme plomb avec une inflation qui est repartie. Et c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que, à part la composante loyer, mais qu'on peut isoler, on a quand même malgré tout des statistiques inflationnistes, à part le loyer, tout le reste avait l'air quand même assez orienté à la baisse et ça n'a pas été le cas. Alors, peut-être qu'on aura comme souvent des révisions, qu'on se dira qu'en fait l'inflation avait baissé. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché a besoin d'un mois où l'inflation baisse nettement pour donner à la Fed. Si vous regardez les chiffres encore de ce matin, vous voyez qu'à part la partie énergétique en Allemagne, qui est significative, mais quelque part qui n'est pas un phénomène monétaire, sur le reste des paniers, on a une inflation qui décélère, et qui décélère principalement avec ces baisses de matières premières. On l'a vu en France, on était significativement en dessous des chiffres attendus, comme en Espagne, comme dans la plupart des pays. Donc on a ce sujet énergétique allemand qui sort du lot. Mais pour le reste, on s'attendait à ce genre de stats aux États-Unis. Et on a eu le contraire. Et depuis ça, c'est vrai que maintenant, on sait qu'avant un mois, il n'y a aucune chance d'avoir des statistiques inflationnistes un peu meilleures. Et que du coup, tout le monde attendait un pivot de la Fed, ou en tout cas qui se rende plus neutre. On a une statistique qui a dit l'inverse. Donc la Fed, sans toutefois surjouer la côté hausse de taux, puisqu'elle est restée à 75 points de base, a donné un discours beaucoup plus velléitaire. Et ça met un peu tout le monde dans le mur, parce que du coup, le dollar monte énormément. La plupart des pays qui se disent je pourrais défendre ma devise, souvent pour ça il faut qu'ils vendent des actifs américains et des actifs de taux américains pour pouvoir acheter leur devise en revendant du dollar, ce qui fait quand même pas trop le jeu et ce qui continue un peu cet emballement. Donc est-ce qu'à un moment donné on va avoir une réponse coordonnée sur les taux, sur la devise? En tout cas ce qui est sûr actuellement, c'est qu'on a recréé une sorte de phénomène un peu auto-entretenu de tension. On a toujours quand même, encore une fois sur septembre, ce pétrole qui continue à baisser, tous ces éléments qui sont quand même plutôt de nature à calmer le jeu. Et en attendant, effectivement, notre risque, c'est que pour les entreprises américaines, on a un problème comptable. Pas un problème réel, un problème comptable. C'est-à-dire que quand vous avez 15 à 20% de hausse de devises, vos ventes en devises étrangères, elles baissent de 15 à 20. Pour autant, ça ne change rien au business. Non, bien sûr. Vous avez la même dynamique. Bien sûr. Mais vous aurez l'inverse en Europe sur des sociétés comme L'Oréal et Pernod, ça ne les fait pas monter pour autant. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on va avoir des séries de résultats qui vont être excellents en organique et ce qu'on appelle en like for like, mais avec un effet de vis qui va être fort. Donc c'est vrai qu'on arrive dans une zone où on se dit, il n'y a pas fondamentalement de drame, mais il y a une théorie économique qui est challengée par ce
ce chômage qui ne prend pas vraiment le relais pour des raisons démographiques qui me semblent assez logiques. Du coup, ces taux qui n'ont pas vraiment baissé, et on se dit, est-ce que, en fait, certains comme le pensent, on va devoir revenir à des logiques de 10 de taux si on veut le fluctuer, ce qui n'est pas notre scénario, quand on voit la vitesse en plus à laquelle l'immobilier est en train de se replier. Ou alors, est-ce que juste il faut encore 1 ou 2 mois de plus avant que la Fed commence ne serait-ce qu'à infléchir leur discours, puisqu'on sait bien maintenant que pour un vrai pivot, il faudra quand même attendre qu'on ait des chiffres d'inflation durablement plus élevés pendant plusieurs mois. Cette question du pivot, pour vous, c'est une question de 1 ou 2 mois? C'est 1 ou 2 mois avant qu'elle puisse changer son discours. Déjà, il faut avoir en tête que dans 1 ou 2 mois, elle arrive à un niveau de taux qui commence déjà à être... Mais dans 1 ou 2 mois, elle est où l'inflation américaine? L'importance, en fait, encore une fois, c'est l'inflation mois par mois. L'inflation sur un an glissant, tout le monde s'en fout. Si vous prenez en mars prochain, vous comparez un pétrole à 125, vous aurez les effets de base qui rendront l'inflation sur un an beaucoup plus basse. Non, mais l'inflation cœur, j'entends. Oui, mais même l'inflation cœur, attendez, il faut appeler un chat un chat. L'inflation cœur, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inflation moins les composantes énergétique et d'alimentation. Mais aujourd'hui, dedans, vous avez les services, vous avez les transports, vous avez l'industrie qui sont plein de trucs où le coût énergétique inflationniste est énorme. On fonctionne avec du pétrole, oui. Donc, oui, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Allemagne, pour calculer ce qu'est une inflation corps, bonne chance. Enfin, je veux dire, comment vous calculez votre part industrielle en enlevant la partie énergétique? Donc tout ça pour dire que ce qui va être important maintenant, c'est l'évolution de l'inflation mois par mois. Si l'inflation mois par mois montre une décrue à un moment où la Fed aura quand même atteint des niveaux à 4 de taux monétaires qui sont plus si éloigné que ça de son objectif qui est tenu par les membres, un pivot peut-être pas, mais un adoucissement du discours et après des marchés qui anticiperont ce pivot, c'est probablement possible. Tant qu'on n'a pas ces chiffres d'inflation, je pense qu'on n'y est pas parce que ce qu'a dit le marché cette année, c'est on a beau avoir d'anticipation d'inflation qui logiquement devrait se baisser avec le fret, tout ça. On a beau avoir des politiques américains qui préviennent pas du tout, attention, ça va être haut, on se tape un chiffre qui est pas bon. Donc les gens se disent maintenant, il faudra vraiment voir le chiffre avant de... C'est Saint-Thomas, quoi, la logique Saint-Thomas. Voilà. On attend de voir, on veut voir. C'est sûr que ça donnait peu d'espoir au marché avant la mi-octobre, et ça s'est quand même bien vu sur la deuxième partie du mois. On en paye aujourd'hui sur cette clôture les éléments. Personne n'a de doute sur le fait que l'inflation va refluer, mais personne ne sait quand, donc tout le monde attend. Oui, la question, à quelle vitesse elle reflue, jusqu'où elle reflue? Est-ce que revenir à 5% d'inflation globale, c'est déjà suffisant pour calmer les banques centrales, ou est-ce que non, c'est simplement un point de passage intermédiaire? Encore une fois, je pense que le seul sujet, c'est le rythme mois par mois. D'accord. On va tomber à 5. Donc la tendance de l'inflation va faire bouger les banques centrales. Parce que regardez, il y a un an, le pétrole était monté à 80, puis ensuite il est passé à 60, puis il est remonté à 120. Selon si vous comparez à 80-100, vous n'avez pas les mêmes chiffres, pour autant ça n'a aucune importance. L'importance, c'est comment ça évolue mois par mois. Non, mais elles ont le droit de mentir, les banques centrales. Ce que je comprends de ce qu'elles disent, c'est on veut voir en niveau l'inflation à 2%. Oui, mais si vous avez une inflation qui monte plus par mois ou qui baisse par mois, elle l'anticipera facilement. Si vous avez une inflation qui continue à monter tous les mois, même si les effets de base se calment, ça sera toujours horrible. Donc si vous voulez, on va rester quand même dans cette logique où statistiquement, il faut regarder mois par mois ce que ça donne. Si l'immobilier fait moins 30, tout le monde se doutera que les loyers vont baisser. Donc je veux dire, il y a des éléments qui s'anticipent. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas des statistiques d'évolution mensuelle qui se calment, on n'anticipera rien de positif. Ouais. Yves, comment vous regardez cette situation de normalisation avec ces craquements quand même ici et là qui interpellent aujourd'hui? Bon, alors il y a beaucoup de sujets dans ce qui est évoqué. Je pointerai deux points. D'abord, l'aspect psychologique de la communication des banques centrales et en tout premier lieu de la Fed. Alors évidemment, il faut toujours écouter ce que dit le banquier central. Il faut aussi se rappeler que le banquier central s'est quand même planté. En tout cas, au moins en termes de timing. Alors il y a des circonstances atténuantes avec toutes les perturbations qu'on a connues depuis 2 ans, l'arrêt d'activité, les perturbations logistiques, etc., qui évidemment ont un peu troublé tout cet environnement. Le marché du travail aussi, le fonctionnement du marché du travail, qui est un point assez crucial, évidemment, et qui rajoute de la complexité, de la divergence entre l'approche américaine et l'approche de toutes les autres banques centrales, parce que la situation sur l'inflation, la vraie inflation, celle qui, au sein du cœur, est amenée par le mécanisme de hausse des salaires, est quand même assez unique et propre aux États-Unis, ce qui ne facilite pas, la vision qu'on peut avoir, le broad picture, et puis aussi l'attitude des États-Unis, qui pour l'instant pilotent leur inflation et pas les problématiques du monde. Ah oui. Donc ça rajoute... C'est cavalier seul. Voilà. Donc le point que je voulais aborder, c'est l'aspect psychologique et la nécessité du banquier central, y compris de Powell et de la Fed, qui a pourtant agi en premier par rapport à tous les autres, de son retard à l'allumage et même de son retard d'analyse. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, l'aspect rigoriste de la communication
qu'on a encore, à laquelle on a encore assisté il n'y a pas longtemps, évidemment est renforcée par cet état-là et de la volonté de retrouver une crédibilité. Voilà, donc comment jugerait-on les choses si les taux d'inflation, ou quand les taux d'inflation et quand la conjoncture aux États-Unis sera beaucoup plus faible? Il y aura probablement beaucoup plus de souplesse dans l'analyse des chiffres et que le fait de vouloir absolument pointer un +2 sur l'inflation annuelle, moi, me paraît une vision, là aussi, un peu rigoriste. Extrémiste, voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est un point important. Et puis le deuxième point que je voulais soulever, mais je l'ai un peu évoqué, c'est le fait que la vraie inflation, parce qu'on parle, comme le disait Thibault, de problèmes comment dirais-je, d'inflation cœur et d'inflation qui, en Europe principalement, est arrivé, je crois que c'est à peu près les 3/4 en termes de composantes, par les tensions sur les matières premières, l'énergie en premier lieu. C'est pas de l'inflation tout ça. Alors on a un petit mécanisme d'inflation qui a commencé à s'enclencher. Ça se diffuse. Ça c'est de la hausse de prix. La hausse de prix est une manifestation de l'inflation, mais on peut avoir des hausses de prix sans inflation. Aux États-Unis, on a vraiment de l'inflation, d'où l'attitude, encore une fois, un peu différente de la Réserve fédérale. Voilà. Donc cet aspect-là fait aussi que on a une banque centrale américaine qui mène le là, mais qui a pourtant, elle est au centre encore du dispositif monétaire mondial, mais elle ne représente plus l'ensemble des mécanismes financiers sur la planète. Donc on a cette problématique. À un moment, on sent bien qu'un certain nombre de gouvernements, alors là on va peut-être aborder les sujets très comment dirais-je, flagrant de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où on s'aperçoit qu'entre gouvernement et banque centrale, évidemment, là, c'est orthogonal, on touche le mur. On ne peut pas courir après... Mais encore une fois... un pays qui a été un des premiers à faire des actions concertées entre gouvernement et banque centrale pendant les années précédentes. Et pays dans lequel la banque centrale, je dirais, applique une vision très académique, efficace de sa gestion de la monnaie, mais qui se heurte à des politiques qui, très souvent, on le voit aujourd'hui, sont complètement à côté des sujets, y compris dans une économie libérale comme celle du Royaume-Uni, complètement à côté des sujets, des vrais mécanismes économiques, de la fixation des prix et de ce qu'est réellement la monnaie et de ce qu'on peut en faire finalement. Donc, en quoi c'est différent chez nous en Europe? Enfin, il y a le côté bloc, je suis d'accord. Mais encore une fois, l'Allemagne met quasiment 300 milliards de boucliers. Évidemment, ils ont les moyens. Mais je veux dire, quel est le message que ça envoie aux autres pays? Enfin, je veux dire, le message, c'est allez-y, on va mettre 2-3 points de PIB pendant peut-être 1 ou 2 ans encore pour la partie énergétique. C'est soutenable. La BCE, enfin, j'ai repris encore ce que disait Philippe Lane cette semaine, les recommandations, elles sont précises. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Non, c'est des recommandations. Et alors, on est dans une situation pré-britannique de ce point de vue-là ou... Non, parce que notre mode de fonctionnement est un fonctionnement très socialisé. Donc évidemment, les décisions radicalement, enfin les prises de position et les décisions de politique économique et budgétaire d'un côté et monétaire, avec cette contradiction totale, flagrante, aussi forte, propre à une économie libérale, mais avec un nouveau Premier ministre qui est parti bille en tête, avec des objectifs et des contraintes tout à fait spécifiques, politiques, etc. Bon, ce type de grands coups en avant, en arrière, on ne les connaît pas en Europe parce que, voilà, nos prises de décision, puis on est 27, enfin on est un peu moins au sein de la zone euro, donc tout ça se passe différemment, mais on a un vrai problème de cohérence, de convergence, et ce que disait Lane, effectivement, est une forme de recherche de solutions, de partage de la peine, quelque part, qu'il faudrait effectivement essayer d'organiser, ce que pour l'instant on est incapable de faire. Donc les problématiques de la zone euro, Royaume-Uni est un cas très à part. Et encore une fois, les États-Unis sont dans un contexte, là pour le coup, très différent. Ils gèrent la monnaie centrale et ils ont un contexte macroéconomique qui, eu égard à ce qui se passe sur le marché du travail, et la lecture qui leur donne la légitimité de continuer. Absolument. Voilà. Ouais. C'est quoi la différence entre l'Europe et le Royaume-Uni, à part l'ampleur peut-être de la situation? Ouais, je sais pas, c'est assez différent quand même. C'est très différent. Ça n'a absolument rien à voir. Les politiques budgétaires et monétaires en Europe sont beaucoup plus cohérentes. Déjà, elles sont beaucoup plus cohérentes, ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'effectivement, faire de la relance par des baisses d'impôts sur une période où il y a une monnaie qui se casse la gueule, il y a de l'inflation, et on nous explique que c'est peut-être les banques centrales qui ont mis trop d'argent, ce qui a fait de l'inflation, ce qui n'est pas... Elle revient sur les hausses d'impôts de Boris Johnson. Ouais, c'est un timing... oui, elle annule des hausses d'impôts. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute
J'aime bien cette phrase de Jacques Chirac, tout pas doit être un but. Vous faites quelque chose, il faut qu'il y ait une raison de le faire. Quand vous avez une domination plus faible, vous attirez des capitaux étrangers pour investir en vous disant que vous allez relancer votre économie. Quand vous le faites alors que vous n'avez pas d'accords commerciaux, ce qui était le cas de les Royaume-Uni post-Brexit, c'est quand même débile. Et pourtant, on est resté un peu dans cette logique-là. Ensuite, vous avez une monnaie qui se casse la figure, ce qui est quand même un truc qui est, pour un pays qui n'est pas le Zimbabwe, qui n'est pas la Turquie, enfin, je veux dire, c'est un vrai pays. Qu'ensuite, vous avez des emprunts d'État qui peuvent bouger sur le plan long de 5 à 10% par jour. Vous avez un problème de crédibilité. Voilà. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas ce problème-là. Aujourd'hui, les gens ne spéculent pas sur l'euro comme si c'était un truc débile et les bons ne bougent pas, ils bougent sur des statistiques économiques. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On a aujourd'hui un Royaume-Uni qui est borderline en train de passer pour un pays émergent dans sa mode de gestion de sa devise, dans la violence de variation, dans les agrégats qu'elle propose avec des inflations qui sont à des niveaux qui n'ont quand même rien à voir avec les niveaux européens et des niveaux corps même. Et donc, voilà, ça renvoie une image. Et puis, avec une politique, il ne faut pas oublier qu'il y a un sujet de crédibilité. C'est-à-dire que Trump a fait quand même beaucoup de mal à la crédibilité américaine dans le monde. Boris Johnson, il faut le rappeler, a quand même envoyé un message de crédibilité au sein du monde que un couple Macron-Merkel allait demander à des Norvégiens, des Japonais, des Américains ce qu'ils pensent de Macron-Merkel versus l'image que renvoyait Boris Johnson ou ce que renvoie... Enfin, je veux dire, c'est pas comparable. Donc vous avez cette image, et l'image ça se détruit très vite, mais ça met du temps à se construire. Le Royaume-Uni a créé, de par les années, les décennies, les siècles, une image d'un pays extrêmement solide, qui était vu comme un alter ego européen des États-Unis. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est quand même très effrité, il faut pas se mentir. Et si nous, on est plus crédible en Europe, pour toutes les raisons que vous avez citées, Thibault, oui, on peut avoir une politique monétaire qui vise à atteindre peut-être un niveau restrictif ou neutre, et des politiques budgétaires. Là, encore une fois, nulle part les vannes sont fermées. Oui, le Pays-Bas a mis 2 points de PIB, l'Allemagne met 200 milliards et ça va continuer. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une politique monétaire et une politique budgétaire. Ces deux politiques n'ont pas le même objectif et ne règlent pas les mêmes problèmes. Aux États-Unis, vous constatez quoi? Ce qu'on disait avant l'émission, c'est qu'il y a un problème d'inflation qui est quand même partie aussi d'un problème immobilier, avec un immobilier qui s'est encore énormément monté, ce qui crée des effets richesse, ce qui crée aussi des risques de bulles et d'effondrement, et ce qui est quelque chose que doit être traité par la Banque centrale. Donc la Banque centrale adresse ce problème et elle est complètement dans son rôle. En Europe, vous avez quoi? Vous avez un problème énergétique qui est un problème qui a cette particularité historique que l'énergie est élastique doublement, c'est-à-dire que globalement, quand les prix montent beaucoup, la demande baisse et l'offre a tendance à augmenter. Tout le monde a envie de vendre de l'énergie et les gens n'en consomment plus. Et donc, ça s'autorégule. Sauf qu'aujourd'hui, si on se dit, bah, tiens, je vais faire baisser la demande en étant plus restrictif énergétiquement, comme Poutine, pendant ce temps-là, baisse la quantité d'énergie qu'il met à disposition, on n'a pas cet effet. Ce qui veut dire qu'un phénomène monétaire ne peut pas régler le problème européen, où effectivement, entre l'inflation non-core et l'inflation core, quand on parle du transport ou qu'on parle de la sidérurgie en Allemagne, c'est que de l'énergie. En fait, une part énorme, quasi exclusive de cette inflation est énergétique, la Banque centrale n'a pas de rôle. D'accord, mais elle va quand même continuer de monter les taux pour les plusieurs prochains meetings. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui dans des taux qui étaient à 0 voire négatifs, dans une période de croissance élevée et d'inflation très élevée. Donc ça n'a aucun sens. Mais là, on est plus dans de la normalisation. C'est-à-dire qu'on avait des taux de crise Covid et d'extrême urgence qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Donc on est en train de les ramener à des niveaux qui ont du sens. Mais ça ne va rien faire sur l'inflation. Peut-être juste ancrer dans l'esprit qu'il ne faut pas fédérer des hausses de salaire à tout bout parce que ça va se calmer. Pendant ce temps-là, vous avez quoi comme possibilité? Vous avez faire du LNG, c'est un sujet qui est évidemment uniquement gouvernemental. Entraîner à la sobriété, c'est un sujet qui est évidemment gouvernemental. Peser sur la Russie, si tant est que c'est possible, c'est encore une fois pas vraiment les banques centrales. Et essayer de s'arranger pour que le consommateur ou les sociétés n'explosent pas. Donc toutes ces solutions-là ne passent que par les États. Et donc je pense qu'il faut avoir un débat qui est très banque centrale aux US, mais qu'en Europe, c'est peut-être aujourd'hui, par rapport à toutes les dernières crises, historiquement plus dans les mains de gouvernement que dans les mains de la Banque centrale. Chaque situation est différente, mais au final, tout le monde fait à peu près la même chose, dans une ampleur, alors peut-être en fonction des marges de manœuvre de chacun, mais chaque situation est différente de ce point de vue-là, Axel? Chaque situation est différente. La réponse de la politique budgétaire aux États-Unis, elle est très différente pour le coup, parce que on a même plutôt eu des mesures pour essayer de réduire les déficits, à peu près 300 milliards sur 10 ans. Alors c'est peut-être pas suffisant compte tenu du point de départ, mais en tout cas, il n'y a plus d'impulsion budgétaire depuis longtemps aux États-Unis. Donc ils ont quand même pris la mesure du problème inflationniste, et il y a peut-être une sensibilité aussi des gens un peu plus forte à la lutte contre l'inflation aux États-Unis, en tout cas dans ce cycle. Là où je serais peut-être plus prudent, c'est sur la dynamique des salaires. Je pense que l'inflation européenne, elle n'est pas si purement énergétique que ça. C'est-à-dire que quand
on voit comment le choc s'est très rapidement diffusé dans les prix à la production de biens, y compris non énergétiques. Il y a un peu ces effets d'aubaine qui s'endogénéisent un petit peu. Donc, et ça va alimenter, je pense, les revendications salariales qui sont légitimes quand l'inflation est à 10%. Et il y a aussi une question de rattrapage qui va être posée. Les salaires en Europe, on prête moins attention, mais sur un an, c'est 4%. Donc, on est quand même sorti de l'équilibre très bas qui était autour d'un petit 2, même quand ça va bien. Partout, le chômage baisse. Donc, c'est aussi, pour des raisons cycliques, c'est peut-être avec moins de vigueur, on est en train un petit peu de voir cette inflation, une inflation interne, quelque part, se substituer ou devenir la conséquence de l'impulsion extérieure. Évidemment, notre exposition plus forte aux énergies fossiles russes était prédominante. Mais voilà, je pense qu'il faut... on doit aussi se poser cette question en Europe du caractère désormais endogène, un petit peu, de l'inflation. Et ça justifie la communication, alors qui a été encore intense de la BCE cette semaine, de dire, alors il n'y a plus de forward guidance, mais en même temps, on vous dit qu'on va continuer de monter les taux pour plusieurs meetings. Oui, je pense que ce qui leur fait peur, c'est effectivement le manque de clarté dans la communication de la BOE et comment ça a été la porte ouverte aux excès budgétaires, même si évidemment on a aussi des phénomènes de boucliers qui me semblent être quand même un peu mieux maîtrisés dans leur ampleur. C'est-à-dire qu'on sait à peu près où on va. Il y a les baisses d'impôts sur les revenus, c'était inaudible aujourd'hui. Oui, il n'y a pas cette partie sur la fiscalité effectivement qu'on retrouve au Royaume-Uni. On a quand même une vue sur les budgets européens qui est un petit peu plus précise et un peu plus encadrée aussi par les programmes de résilience. Quand on pense à l'Italie, pourquoi ça n'a pas encore éclaté? Alors peut-être c'est une question de moi, je ne sais pas, mais parce que c'est quand même assez cadré par l'intégration européenne qui a suivi la crise. Donc je pense que là-dessus, on a quand même un petit peu plus de cadre et de limitation à cette tentation d'aller très vite sur les déficits. Bon, quand on regarde un peu les marchés, peut-être, les marchés actions européennes, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser en cette fin de troisième trimestre? Alors, on termine sur les plus bas de l'année, le CAC est autour de 5750, là, au moment où on se parle. On a vu un peu plus bas au cours du mois de septembre, mais finalement, c'est une classe d'actifs qui est moins volatile que ce qu'on peut observer dans le monde obligataire ou sur les changes également aujourd'hui dans le monde. Oui, parce que la dimension qu'on vient d'aborder, inflation, et donc sa conséquence sur l'évolution des taux, évidemment, est essentielle quand on parle de produits obligataires. On a encore le moteur bénéfice, et jusqu'à présent, côté action, il a quand même, moi personnellement, à ma surprise, le deuxième trimestre a été encore un assez bon, voire bon trimestre. Alors évidemment, la question, donc les actions de moteur... On vient abondamment de parler du premier moteur, et là on voit bien qu'on n'est pas encore dans un ciel tout dégagé, loin s'en faut. On attend un peu cette inflexion, elle devrait arriver à un moment ou un autre, alors peut-être en 2023, ça c'est une chose. On a eu l'autre moteur qui a finalement pas si mal fonctionné jusqu'à présent, mais là le marché, eu égard à tout ce qui se passe, se pose la question de savoir ce moteur bénéfice, où est-ce qu'on en est. On a encore des prévisions qui semblent finalement un peu optimistes, donc voilà un peu le sujet, qui peut justifier plus toutes les problématiques, et en premier lieu celle de l'énergie qui se pose vraiment de manière massive à l'Europe et pas ou peu aux États-Unis. 2023, c'est quoi? Alors que dans le même temps, la prime de risque sur les marchés européens s'est énormément reconstituée. On a en gros des PE en moyenne, alors évidemment il faut regarder les secteurs, on a beaucoup de valeurs avec des PE à un seul chiffre, on a un PE moyen autour de 12, alors qu'il est encore, même si c'est finalement une moyenne historique, autour de 16-17 aux États-Unis, et donc une prime de risque sur la valorisation des actions qui est redevenue une prime de risque de guerre, quelque part, alors qu'on a connu parce que les banques centrales ont abondamment liquéfié les marchés ces dernières années. Mais donc si on s'en tient à cet aspect valorisation, on pourrait dire à un horizon de 6, 9, 12 mois, les actions... C'est pas le seul déterminant, mais c'est déjà un point d'ancrage solide quand même. On pourrait même dire, à l'aune des 20 dernières années qu'on a connues, on y va même agressivement finalement. Voilà, parce que là c'est vraiment pas cher, surtout
sur des sociétés qui restent de qualité, qui génèrent du cash flow, qui ont la capacité de résister, voire de répercuter les prix. Bref, et puis il y a l'effet dollar qui va aussi mécaniquement, comptablement jouer. Maintenant, le marché n'est pas tout à fait mûr pour ça, même si là on a des signes en cette fin de troisième trimestre qu'on ait, si ce n'est tout à fait une capitulation de marché, en tout cas pas loin sur l'Europe. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Moi, j'utilise un modèle et des outils et bases de données qui nous indiquent qui représentent plusieurs milliers de titres qu'on a envie. Alors sur l'Europe, seulement 8% des valeurs qui restent en tendance haussière. Ouais, on m'a dit même moins de 3 sur 2000 valeurs européennes. Non, mais ça dépend de l'univers qu'on a, mais on faisait le point avec Porzampar ce matin. Ils ont track aussi ça. Ça ressemble j'ai entendu, ça ressemble un peu. C'est ça. Non, mais et 70% du marché qui est en tendance baissière, donc un sol négatif de 62, qui est plus ou moins un niveau de capitulation qu'on a connu en mars 2020 à d'autres époques. Aux États-Unis, on est un solde négatif de moins 40, moins 42. Donc, on peut imaginer une phase encore peu. Mais bon, voilà, on est de ce point de vue-là, peut-être, en tout cas, d'une phase tactiquement intéressante. En plus, c'est la fin d'année qui arrive. Voilà. Maintenant, tout ça ne présage rien pour les mois qui viennent. Et il va falloir être attentif, justement, aux publications, voir ce que nous racontent les boîtes, pour justement se dire, finalement, sur l'aspect bénéfice, on est ou pas rassuré. Voilà. Un petit peu la situation de mon point de vue. Thibault, logique d'investissement, sachant que vous venez personnellement du monde obligataire aussi, donc n'oublions pas peut-être quand vous étiez... Je vous l'aide toujours. Non mais c'est vrai. En parlant des actions avec grand plaisir, mais je comprends quand même en écoutant les intervenants qu'il y a peut-être déjà le marché obligataire à regarder avant même peut-être le marché action aujourd'hui. En fait, la réalité, c'est que oui et non. Oui, parce que le marché obligataire a baissé quasiment autant que le marché action. En tout cas, dans des proportions qui sont pas si éloignées, alors qu'on a quand même l'habitude d'avoir des variations qui étaient quand même beaucoup plus calmes. Et donc, dans ce cadre-là, le marché obligataire a énormément baissé. C'est pour ça que nous, on a lancé un fonds daté chez Financière Arbevel. Et du coup, il y a une opportunité qui est intéressante parce qu'on trouve des taux élevés dans un environnement de taux de défaut très bas. Après, le seul défaut du raisonnement, c'est aussi que... quelque part, les taux ne reviendront pas non plus aussi bas qu'ils l'ont été tout de suite. Donc le recovery peut être un peu moins rapide. Alors que sur les actions, si les choses s'améliorent, soit en Russie, soit sur l'inflation, ça peut être rapide. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'obligataire est quand même vu souvent comme le premier support ? C'est quand on n'a pas de visibilité, avoir une date de fin avec un rendement, c'est agréable. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que quand on peut bloquer des 7, 7,5, 8 de taux, on se dit, c'est pas mal, je sais que je les aurai dans 5-6 ans, parce que globalement, les taux de défaut sur les 30 dernières années restent quand même assez faibles et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de signaux que ça s'inverse. Sur les actions, on est quand même plus dans une inconnue rassurante, parce qu'une inconnue avec des multiples de valeurs ridicules, et une inconnue où, à chaque fois qu'on a connu ce genre de variation, de manière assez répétitive ces dernières décennies, ce qui est un peu fatigant, on a toujours connu des rebonds assez vifs, et qu'aujourd'hui, on n'a pas l'effondrement de résultats qui laisserait supposer que ça peut être différent. Si on se compare à 2018 et 2020, on a même des baisses plus fortes, avec des dynamiques de résultats qui sont totalement incomparables. Ce qui est intriguant parce que si on regarde des périodes Volcker, c'est des périodes où le marché action il a pris 10 par an en moyenne, pas moins 30. Donc en fait, on a un peu l'impression d'avoir le pire de tous les mondes. On a le pire des mondes de choc obligataire, voire même encore pire, parce que là, on est quand même sur des variations annuelles de taux longs qui sont quand même stratosphériques. Et en même temps, on a le pire du marché action, puisqu'il ne se comporte pas du tout comme un épisode inflationniste, il se comporte comme un épisode dépressif, avec un taux de chômage qui ne remonte pas. Donc c'est vrai que là, c'est assez étonnant. On observe aussi que même si on va attendre les communiqués, mais on a quand même eu en Europe extrêmement peu de profit warning. On est le 30 septembre, la plupart des sociétés attendent pas vraiment quand même en disant que ça va pas se passer. Et aux US, on voit que les warnings sont quand même très liés à la devise, donc certainement pas une dynamique intérieure qui reste solide. Donc même si on sent bien que pour certains secteurs énergivores, ça va être une catastrophe à la fin d'année, même si on sent bien qu'il y a quand même en Europe des signaux de ralentissement, on n'a pas l'impression qu'on s'apprête de vivre un effondrement des résultats, ce qui fait qu'on a des sociétés, parce que en tête que des boîtes comme Peugeot, c'est des multiples sous les 3, quoi. C'est quand même un truc, on a tiré un trait sur le futur de certaines entreprises. C'est ça, alors qu'on dise à 5-10 ans, il n'y a plus d'histoire, parce que l'électrification, c'est compliqué. Ok, mais enfin, quand on se paye à 2,5, il y a un moment où on n'a pas tellement besoin d'avoir une histoire à 10 ans, quoi. C'est même plus tellement un besoin. Donc, il est probable qu'on soit dans des choses qui sont excessives. Pour autant, on ne voit pas très bien le déclencheur. Et souvent, dans ces cas-là, justement, le problème, c'est que le déclencheur, on ne le voit pas venir. Et du coup, quand on est en dehors, on se souvient de cette séance à plus 10 qu'on a eu en 2020. Bon, voilà, quand il y a une news et qu'on n'est pas dedans, les vaccins, c'est compliqué. C'est ça, l'annonce des vaccins. Et encore que même cet été a été un contre-pied remarquable de ce point de vue-là. Mais c'était quand même de la. Mais encore une fois, oui, cet été c'était un contre-pied, mais sauf qu'en 2020, quand on a le vaccin, on a quand même des boîtes qui ont des baisses de chiffre d'affaires colossales, qui ont plus de profit, et un marché qui était déjà revenu pas loin de l'équilibre avec ce plus 10. Là, cet été, on est quand même rebondi sur des sociétés qui en Europe feront leur plus 11, et le marché est gentiment revenu à moins 10. Donc on n'est même pas encore dans des trucs qui étaient déments. Pour autant, c'est un rallye qui avait quand même
pas beaucoup de fondements en termes réels économiques qui étaient très clairs. Donc on sait qu'à un moment donné, ça peut être assez violent en termes de rebond. À quel moment, on ne sait pas. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que l'obligataire offre le confort de se dire, en attendant, je suis payé. Mais vous dites, c'est intéressant l'analyse que vous faisiez là, en comparant la valorisation du marché obligataire et la valorisation du marché action. Il y a un marché, le marché obligataire, qui est encore dans l'histoire de la crise inflationniste, et un marché action qui est, lui, déjà peut-être dans l'histoire de la récession, quoi. Plus de la dépression. Ou de la dépression même au niveau de valorisation qu'on a atteint en Europe. 2,5 sur des secteurs cycliques, c'est pas de la récession parce que, encore une fois, il faut voir de quoi on parle. En Europe, en 2015, 16, 17, on a des croissances à 0,4 sur l'année ou 0,3 sur l'année. Si on fait moins 0,2, enfin, tout le monde s'en fout. Quand on est en 2008, qu'on a l'Allemagne au T4 qui fait moins 12,8, bon, là, on est sur un truc un peu costaud. Si on fait une récession comme celle qui est envisagée, c'est quand même pas très très méchant, ça n'a aucun sens de justifier ses profits. Puis si vous vous dites les boîtes allemandes elles vont faire une année blanche, pourquoi pas? Mais quand on a déjà perdu 4, 5, 6 points de PE, c'est payé, donc à voir. Alors c'est soit d'une dépression, l'anticipation, soit d'une inflation persistante avec des taux très élevés. Parce que moi j'ai souvenir, ça fait longtemps que je suis sur le marché, dans les années 80, on venait d'une phase avec une très forte inflation à 2 chiffres, et on apprenait qu'un PE à 10 c'était normal pour une boîte normale qui gagnait de l'argent, et les constructeurs automobiles, ils étaient à 3, 4, 5, mais on avait une inflation à 10. Voilà, donc ça c'est... Je ne sais pas si le marché intègre avec ses très très faibles valorisations le scénario récessif, voire dépressif, où l'inflation persistante est beaucoup plus importante, ou les deux à la fois. Quel cas là, on peut se dire, il a déjà pricé pas mal de trucs, quoi. Sur la logique d'investissement, Axel, est-ce qu'il y a est-ce qu'on a vu des vraies capitulations, à commencer peut-être par l'obligataire? Est-ce que c'est suffisant pour commencer à réinvestir certains marchés qui auraient été nettoyés de toute complaisance par rapport à l'environnement actuel? J'aurais répondu par la positive, disons au début du mois de juillet, où on avait des positions short, par exemple sur la S&P, qui étaient très marquées, très comparables à mars 2020. Et puis finalement, ce rebond qui a été la couverture des shorts jusqu'à mi-août, grosso modo, et le changement de discours, le durcissement du discours de Powell, un petit peu en amont de Jackson Hole, les réaffirmés à Jackson Hole, a fait très mal finalement, puisqu'on a remis des shorts. On a vu beaucoup de sorties à ce moment-là sur les flux, sur les actions européennes. Il y avait un consensus un peu mondial pour taper sur les actions européennes, avec évidemment l'épicentre de la crise énergétique. Mais donc on est dans une deuxième phase là. De ce que je vois des flux, c'est que la pression vendeuse s'est quand même un petit peu atténuée. Alors peut-être qu'on arrive sur des aberrations de valorisation. Je pense que ça on doit en trouver des exemples dans ce sens, comme peut-être le PE de Stellantis. Mais je crois qu'on arrive quand même sur une logique où les valorisations vont quand même mettre un plancher sur le marché. On n'a pas envie d'être trop short. On a plus envie d'être trop short à ces niveaux-là. Parce que le pire n'est pas certain, parce que l'ampleur de la récession qui s'annonce n'est peut-être pas non plus très importante, et ces soutiens budgétaires, alors on peut évidemment les critiquer. Ce qui sera plus compliqué dans les années à venir, c'est comment on gère la mémoire de l'inflation. Je pense que c'est le sens de la réponse d'Yves, c'est-à-dire que dans les années qui ont suivi la désinflation, il y avait encore des taux réels très élevés parce qu'on continuait d'anticiper une inflation qui finalement a surpris favorablement. Mais il y a aussi des chocs qui ne vont pas se répéter parce que les années 90, c'était l'ouverture de la mondialisation liée à l'effondrement du communisme. Il y avait ensuite le mouvement désinflationniste lié à l'entrée de la Chine dans le concert mondial. Donc, on a à ce moment-là consommé les dividendes de la paix aussi. Donc il est difficile de croire qu'on va avoir les dividendes de la paix dans les années à venir. Et je pense aussi qu'il y a une autre chose, ça c'est plus sur la dynamique des marchés, c'est que le 60-40, la façon dont se parlent les marchés obligataires par rapport au marché actions, ce coussin obligataire, qui est la certitude du coussin obligataire qui permet d'amortir les soubresauts actions, mais il n'existe plus quand il y a une tendance sur l'inflation. C'est-à-dire que quand les taux d'inflation montent, les taux montent, le marché obligataire devient directeur de l'ensemble des marchés d'actifs financiers. C'est ce qu'on voit. Il y a des signaux aussi un petit peu inquiétants, je trouve, sur le marché des leverage loans. On voit bien que ça commence à coincer un petit peu. Le marché du high yield, il n'y a plus de primaire depuis un moment,
pour une raison d'outflow, qui est de sortie de capitaux des fonds et de conditions financières qui sont durcies, qui nous font dire qu'il y a des effets de bord qui sont quand même pas très jolis. Et donc le moment où on va revenir, on n'a pas envie d'être trop short, mais on sait qu'on a quand même des signes qui sont des effets de bord qui peuvent donner des jambes de baisse supplémentaires. C'est le risque qui perdure. Ceci étant, être vraiment avoir une conviction vendeuse à partir des niveaux actuels, c'est qu'il faut vraiment anticiper quelque chose de très très défavorable. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour terminer cette journée, cette semaine, ce mois et ce trimestre dans Smart Bourse. Axel Bott, stratégiste international d'Ostrom Asset Management, Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel, et Yves Maillot, président de YAM Capital, étaient les invités de Planète Marché ce soir.